Il existera toujours un enfant qui vivra en nous. Une petite fille, un petit garçon qui a peut-être vécu des traumatismes, qui a peut-être vécu quelque chose qui l'a touché et qui continuera à cheminer avec nous jusqu'à l'âge adulte. Aujourd'hui, nous allons recevoir un anonyme qui a fait le choix de partager ce thème au travers de Face au miroir. Alors, c'est parti, découvrons son intervention. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien et toi? Ça va très très bien. Il est vrai que nos internautes ne te voient pas. Aujourd'hui, tu as fait le choix de venir raconter ton histoire en anonyme. C'est ça. Et nous croyons que ton histoire a de la vue. Et merci d'avoir choisi Face au miroir. De quoi es-tu venu nous parler aujourd'hui? Je suis venu parler de comment un effet émotionnel peut te garder dans le passé. Par là, je veux dire un événement qui se passe dans le... Ça peut être une séparation des parents le fait que tu perds quelqu'un très jeune. Ça peut être un père, un ami, une personne qui est importante pour toi. L'impact que ça peut avoir sur toi une fois adulte, on va dire ça comme ça. Je t'en prie, raconte-nous ton histoire. Donc mon histoire, j'ai la trentaine maintenant et je pense que c'est un âge à laquelle on commence à réfléchir sur sa vie. On commence à regarder ce qui a impacté ta vie, ce qui a fait que l'homme que tu es en ce moment. Et je me suis rendu compte qu'il y avait certains événements qui ont impacté ma vie. Bien sûr, il y a des autres un peu plus que les autres, bien sûr. Et j'arrêtais pas de retourner vers la séparation de mes parents. Parce que c'était une période qui a assez bouleversé ma vie et qui a fait en sorte que j'aime bien le dire comme ça, je manque de repères. Je manque vers qui me tourner, je manque un leader. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 15-16 ans. Donc c'était en pleine adolescence, je peux le dire comme ça. C'est en pleine construction. En pleine construction de soi, exactement. Exactement. Et donc je ne veux pas trop rentrer dans le détail par rapport aux séparations de mes parents, mais ça a pris un bon moment de ma vie, 7 ans exactement. Et après ça, il faut devenir un homme. Il faut évoluer, mais non. Il faut passer, comme je viens de dire, de l'adolescent à un homme. Et c'est là où le questionnement commence. C'est là où tu commences à regarder autour de toi et te demander vers qui serais-je demain. Ouais, qui serais-je demain? C'est vraiment ça la question. Alors, tu commences à prendre des exemples que tu as toujours vus devant toi, on va dire ta famille, tes amis, l'école aussi, bien sûr, ça apporte un plus. Mais je pense que le plus important, c'est pouvoir retourner en arrière, identifier ce qui a fait que tu es resté coincé dans cette période-là de ta vie. Parce qu'imaginez-vous que moi, j'avais la trentaine, l'âge à laquelle tu dois être un homme, l'âge à laquelle les gens exigent de toi-même que tu te comportes comme un homme. Exactement, oui. Mais je ne savais pas comment le faire, pour être honnête. Et je pense que beaucoup d'entre nous sont dans cette phase-là et ils le nient tout simplement. Ils sont dans le déni total ou même pas dans le déni, ils ne savent pas comment être un homme tout simplement. Parce que c'est quoi être un homme finalement? Ouais, c'est ça. C'est quoi être un homme? Et je pense que c'est en me posant les bonnes questions que j'ai commencé à définir petit à petit ce qui est un homme pour moi. Selon toi. Selon moi. Et c'est très important ce dernier élément parce que chacun définit l'homme comme il veut, bien sûr. Exactement. Tu nous as dit que la séparation de tes parents ont eu un impact pendant un moment de ta vie et tu t'es rendu compte à la trentaine. C'est le petit garçon, le petit Arthur qui était touché par cette situation, c'est ça? Et en fait, il était à l'intérieur de toi-même et il a évolué jusqu'aujourd'hui, c'est ça? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus déjà, sans parler vraiment de la séparation? Est-ce que tu as des frères et des sœurs? Dans quelle place tu avais et quelle responsabilité tu t'es senti à ce moment-là lorsqu'il y a eu cette séparation? Ok. Je suis l'aîné de la famille. J'ai des frères et sœurs, mais je suis l'aîné de la famille. Ah oui. Donc la pression est différente. Exactement. Parce que tu dois prendre les choses en charge. C'est ça. Et je crois même qu'en tant qu'un homme, inconsciemment, il y a un mécanisme qui s'active en ce moment-là, quand le paternel n'est plus là, de vouloir prendre sa place, de couvrir ce manque-là.
C'est ça. Et tu peux le faire pendant un moment, mais à un moment, tu vas aussi te rendre compte que c'est pas ton rôle, vraiment. Et comment on le fait? Donc, quand j'ai commencé à me poser ces questions, en étant petit, ben, j'avais pas de réponse. Et quand je me tournais vers les gens adultes, ben, souvent, eux aussi, ils n'avaient pas de réponse. Où ils me conseillaient des choses qui avaient... excuse-moi, c'est maintenant que je me rends compte que ça n'avait aucun sens. De dire, par exemple, à un enfant de 16 ans que c'est à lui de sauver le mariage de ses parents. Ouais. Alors qu'il n'avait jamais connu une femme. Comment tu vas sauver le mariage de tes parents? Et tu te sentais comment quand tu disais ce genre de choses et t'as un jeune garçon? Qu'est-ce qui se passait dans ta tête à ce moment-là? Je ne comprenais rien en fait. Je ne comprenais pas de quoi on me parlait. Comment je vais faire asseoir mon père et ma mère et de dire qu'ils doivent rester ensemble. Euh, je ne connais même pas la base de leurs problèmes, je ne connais rien. Donc sur quoi je vais me baser pour les conseiller même. Et tout en sachant que chez nous, on va dire nos origines ne permettent pas trop ce genre de choses. Les parents, ils n'acceptent pas trop ça quand ça vient de l'enfant. Ouais. Donc j'étais un peu entre l'adolescent qui voulait toujours être enfant, passer du temps avec ses amis, jouer à la PlayStation, et celui qu'on voulait pousser à devenir un adulte très vite en fait. Ouais. Et toi, tu voulais quoi à ce moment-là, entre les deux? Moi je voulais juste jouer au foot, je voulais juste être avec mes amis, je voulais juste être un enfant en fait. Et, C'était devenu une pression? maintenant, avec l'âge et l'expérience, je dis oui. Ouais. Parce que je ne me rendais pas compte au moment même. Pour moi, c'était juste des choses qui m'arrivaient, c'était la vie. Et je me rendais pas compte que ça jouait sur mon évolution en tant qu'homme. Donc tu te retrouves, on va dire, 10 ans après la séparation. Les parents sont vraiment définitivement séparés. Mais tu te retrouves toujours à blâmer ce qui s'est passé à cette époque-là. Que ouais, c'est à cause de ça que je suis où je suis maintenant. C'est à cause de ça que j'arrive pas à avancer. Donc c'était tout le temps, vu que l'impact émotionnel était tellement fort, c'était vraiment devenu un repère émotionnel, si je peux le dire comme ça. Donc ça veut dire que le moindre petit truc qui n'allait pas dans ma vie, je blâmais cette chose-là. Est-ce que c'était la seule source qui était présente? Est-ce que la séparation de tes parents était la seule source par rapport à tes choix et aux décisions que tu as prises plus tard dans ta vie? Maintenant, je dirais non. Mais à ce moment-là? En ce moment-là, si je peux dire comme ça, c'est ton super-héros qui disparaît. Ouais. Tu vois, c'est la personne que tu admirais nuit et jour, en fait. Tu sais, le papa dans un foyer, il a toujours une place assez particulière. Et quand cette personne disparaît, et que toi, maintenant, tu dois prendre ce rôle-là sur toi, ouais, il faut savoir que beaucoup d'hommes font semblant de prendre ce rôle-là sur eux, mais au-dedans d'eux, ils savent comment ils se sentent. C'est ça. Parce qu'on ne sait pas comment faire. Non, du tout. On t'a pas expliqué. Du tout. Il n'y a pas une charte, il n'y a pas des règles qu'on doit respecter. Tu te dis, ok, j'ai fait cette tâche. Exactement. En fait, tu ne sais pas ce que tu dois faire. Exactement. Je te mets dans une situation lorsque voilà, tes parents se sont séparés et que papa n'était véritablement plus à la maison. Et du coup, tu étais qu'avec tes frères, enfin tes sœurs, ainsi que ta maman. Comment tu te sentais? Le fait de plus voir papa dans la même pièce que toi. Qu'est-ce qui se passait réellement dans ta tête, émotionnellement, psychologiquement? Qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de toi-même? Je crois que j'étais devenu très protecteur, premièrement, avec les gens qui vivaient toujours avec moi. Et inconsciemment, j'essayais comme je viens de dire, de remplir cette vide. Et je le faisais vraiment inconsciemment. C'était dans le sens que pour les anniversaires, par exemple, pour les petits événements, je me sentais obligé de le faire. Je me sentais obligé de prendre sa place. Je me sentais... ouais, c'était vraiment une pression au-dedans de moi que si je ne le fais pas, ben, qui va le faire? Elles vont sentir cette vide si moi je ne le fais pas. Donc tu te sens oppressé par quelque chose que c'est des années après que je me suis débarrassé de ça. Est-ce que c'est le rôle de l'enfant de faire ça? Non. Non, je ne pense pas. Un enfant doit vivre avec le soutien des parents. Un enfant doit,
comment je veux dire, c'est assez dur à dire. Ouais. Parce que tellement que mon enfance a été coupée brusquement, c'est même très dur à penser à comment c'était de se sentir un enfant. Ouais. Tu sais Parce que ça va faire, on va dire, ça va faire 20 ans que je ne suis plus un enfant. Tu vois. Ouais. Après, c'est très dur de... Heureusement que j'ai su le garder en vie, cet enfant, que je ne l'ai pas étouffé, je ne l'ai pas tué, mais non, c'est pas le rôle d'un enfant. Un enfant est... Tu penses qu'on a volé ton enfance? on a volé mon enfance. Ouais. Non. Non, dans le sens où que c'était... Je comprends les choix des adultes mieux maintenant. Avec du recul. Avec du recul, on est agrandi, mais... Ouais. Je veux juste dire que les rôles qu'ils devaient jouer pendant ce moment-là n'ont pas été... ils l'ont pas fait. Ouais, parce que c'était un moment où tu étais touché, tes frères, tes sœurs aussi, j'imagine, enfin ta famille tout simplement. Et il y avait, enfin, les parents en tout cas devaient investir d'une manière différente, en tout cas spécialement et particulièrement à ce moment-là, faire différemment et ça n'a pas été fait en fait. Oui. Cet investissement, on va dire. Ouais. Et du coup, tu as dû le faire seul, on va dire. J'ai dû tout apprendre tout seul, Ouais. vraiment tout. Quand je dis tout, c'est vraiment tout. J'ai pas eu d'homme autour de moi qui m'apprenait comment me raser ou qui me disait ouais, fais ceci, fais cela. Chercher du travail, je l'ai fait tout seul. Tout ce que quelqu'un doit savoir, je l'ai fait tout seul. Et tu dis que à la trentaine, c'est là que tu as su faire cette rétrospection dans le passé et tu t'es rendu compte que, ok, en fait, il y a un événement particulier qui m'a réellement traumatisée. Tu sais, quand on a un homme, surtout un homme, il y a beaucoup d'ego et de fierté, tu sais, retourner dans le passé, voir qu'on a été traumatisé par quelque chose, c'est quelque chose que les hommes ont du mal à accepter parce qu'un homme est fort, un homme... il est fort, c'est un super-héros, il peut avoir des flèches qui sont lancées vers lui, mais il tient debout. Mais toi, tu as eu cette force de dire, ok, cette situation, en fait, finalement, m'a impacté. Comment tu as fait ça? C'est en voulant comprendre, en voulant comprendre ce qui fait que j'étais devenu quelqu'un de nerveux, par exemple. Qu'est-ce qui faisait que j'acceptais rien de qui que ce soit. Donc j'ai commencé à étudier des gens comme... je sais pas si je peux... Moi aussi, je pense que je peux les citer. Les Brown, Jim Rohn. Ce sont quand même des grands motivateurs qui ont fait leur temps et qui sont quand même fait un nom. Et ces gens-là sont devenus pour moi des repères. Après, il y a encore des autres, hein, je pense citer plusieurs, mais sont vraiment devenus des repères pour moi. Et j'ai commencé à me concentrer sur ce que ces gens-là avaient à dire. Parce que je pense que, comme on dit, si tu veux devenir quelque chose, tu dois te concentrer sur les gens qui font exactement la même chose que toi. Donc j'ai commencé à... J'écoute plus... Bon, là j'abuse un peu, j'écoute très peu de musique, mais j'écoute beaucoup ces gens-là. Tu peux trouver leur speaking sur Spotify pendant des heures et des heures. Vraiment, je pense que je parlais d'abord de ce que tu as dit sur l'homme. Je pense que beaucoup d'hommes n'apprennent pas à devenir homme. Comme par exemple, je peux prendre l'exemple dans la communauté juive, il y a ce qu'on appelle le bar mitzvah. C'est-à-dire que, je crois que c'est 16 ans, à 16 ans, ouais. Donc tous les hommes de la famille viennent te voir. Et à partir de ce moment-là, ils te comptent parmi eux. Donc directement, ils t'élèvent à un niveau d'homme. Donc tu te rends compte qu'à ce moment-là, à partir de ce moment-là, tu es un homme et tu es vu comme un homme. On attend de toi d'être un homme. C'est ça. Mais si on t'a jamais dit ce genre de choses, si on t'a jamais dit que, écoute, tu as peut-être 18 ans maintenant, mais tu es un homme, écoute, ça peut continuer jusqu'à 50 ans. Et les gens, ils ont plus de 50 ans, ils se comportent toujours comme des adolescents. Pourquoi? Parce que on les a jamais réellement, ils n'ont jamais eu de référence à comment être un homme réellement. Est-ce qu'il y a un moment bien spécifique où on doit être un homme?
Par exemple, dans la société, on dit qu'à 18 ans, on est des adultes. On nous l'impose, tu commences à signer des papiers. Enfin bref, à 18 ans, on nous impose, tu es un adulte et c'est comme ça. Et quelque part, on arrête un peu notre jeunesse. Enfin, tu es obligé, on t'oblige. Bien sûr. Est-ce qu'un homme aussi, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, par exemple, je sais pas, la venue d'un enfant ou à un certain âge, il faut se dire, ok, là maintenant tu es un homme, tu n'es plus un enfant. Est-ce qu'il existe même ce moment où quelque part, chacun dans sa construction et son évolution se dit, ok, maintenant je fais peut-être d'autres choix qui me responsabilisent plus peut-être, qui fait du coup homme, mais ça vient de moi-même. Je pense que ça dépend beaucoup de la réalité dans laquelle tu vis. Comme dans mon cas, comme je viens de dire, ma réalité était que, boum, du jour au lendemain, je devais devenir un homme, sans le vouloir. Tu vois, et il y a des autres Mais qui... tu le voulais aussi? Ou on te disait? On ne me l'imposait pas, mais Oui, je sentais comme si c'était ma devoir. Donc, ça veut dire que quelque part, je voulais encore être un enfant, comme je disais. Mais en même temps, j'étais obligé de ne plus trop réfléchir comme un enfant. Si tu comprends ce que je veux dire. Je comprends, mais pourquoi? Je veux dire, c'est vrai. Tu es resté avec tes frères, tes sœurs, ta maman, ta famille, et papa n'est plus là. Mais pourquoi directement il y a ce truc qui te poussait à être un homme? Finalement, non, tu es un enfant. Pourquoi tu te sentais directement responsable de cette famille? Pourquoi tu disais, ok, maintenant que le paternel n'est pas présent dans l'entourage, dans les environs, c'est à moi de... Pourquoi ce déclic vient spontanément ou naturellement? En tout cas, pourquoi c'est venu comme ça s'est manifesté comme ça, en tout cas, chez le petit garçon que tu étais? En fait, c'est une façon de faire que j'ai compris maintenant en étant plus âgé, que j'avais une façon de me projeter toujours quelques années en avance. On va dire que quand un truc arrive maintenant, je réfléchis, ok, quelles conséquences ça va avoir dans 5 ans. Et je crois que c'est vraiment le fait de savoir que, ok, maintenant c'est vraiment, je suis là, je suis le seul homme dans cette maison, et qu'on doit évoluer quand même. Dans 5 ans, on doit être meilleur que maintenant. Ouais. C'est ça qui a activé ce mécanisme-là en moi et qui m'a dit qu'écoute, tu dois par exemple commencer à travailler à plein temps parce que tu dois ramener l'argent, tu dois soutenir ta mère dans certaines choses. Et ouais, c'était... En fait, là, tu t'es dit, c'est le moment. Ouais. Je dois être un homme. Et je pense même que ma mère était vraiment contre que j'arrête les études, par exemple. Mais j'ai dû la faire comprendre que maman, écoute, je ne le fais pas forcément parce que je n'ai plus envie d'étudier. Tu as besoin de moi. Tu as besoin que, voilà, même si je ne peux pas rajouter grand-chose, mais que je rajoute quand même quelque chose dans la maison. Et du coup, ce petit garçon n'était plus là finalement. Enfin, il n'existait plus, ou du moins ses besoins ou ses aspirations n'existaient plus parce que maintenant, elle devait être adaptée à l'environnement, à ce qui se Bien passait. sûr, bien sûr. Bien sûr, tu commences à faire des choses qui ne sont pas de ton âge, bien sûr. Tu vas commencer, on va dire, des gens de mon âge, ils travaillaient, ils ramenaient de l'argent, ils allaient faire la fête. Ouais. Et moi, je travaillais, je ramenais de l'argent et peut-être c'était le mois où c'était l'anniversaire de ma soeur et je devais penser à comment lui faire plaisir et je pensais moins à moi en tout cas. Donc tu commençais plus à penser aux autres qu'à toi-même. Et c'est à quel moment que tu as commencé à penser à toi? Et à te connecter finalement à toi-même et à ressentir et à voir, ok, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que moi je veux faire, enfin, te connecter à toi-même. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est au moment où j'ai identifié le problème. Ça, c'est à la trentaine. Ouais, le problème était déjà identifié, c'est quand j'ai commencé à accepter le problème en fait. Ok. C'est quand j'ai commencé à accepter que, ok, ça existait. À un moment dans ma vie, je suis passé par là, c'était dur, ça m'a transformé en tant que personne. Des fois, je me reconnaissais même pas dans mes actes. Parce que comment? Il y a une phrase qui est dite dans une chanson que j'aime beaucoup, qui dit que si tu te regardes assez longtemps dans le miroir, tu vas finir par voir un étranger. Tu vois? Et c'est ça que j'ai eu à faire. C'est pour ça que j'ai voulu participer à cette émission aussi face au miroir, parce que j'ai eu à faire ça. Et c'est très dur. Bon, je crois qu'il n'y a rien de plus dur sur Terre que ça. Tu vas affronter tes démons,
affronter ton passé, affronter les mauvais choix que tu as pu faire dans le passé et tourner cela en fait. Et c'est quand comme je viens de dire, j'ai accepté que tout ça s'est passé, ben, je suis passé à la dernière étape qui est pour moi que tu dois te pardonner. C'est ça. Parce que c'est bien de pardonner aux gens tout ce qu'ils te font. Est-ce que tu te pardonnes toi-même de tout ce que tu as fait? Exactement. Accepter qu'il y a un certain moment dans ta vie où, excuse-moi de dire le mot, j'étais un connard, où tu pensais plus à toi qu'aux autres. Tu vois, et je pense que quand je me suis pardonné, c'est là que je dis, ah ouais, maintenant je sais qui je suis, je connais ma valeur et je sais vers où j'ai envie d'aller. Et bizarrement, c'est vraiment là en ce moment que le petit gamin commence à revivre aussi. Et comment il se manifeste, ce petit gamin, comme tu dis? Parce qu'en réalité, c'est vrai qu'on pense à l'enfance, on pense à la créativité, il y a plein de choses d'enfant finalement, mais il s'est remanifesté à un moment où tu es censé être un homme responsable, etc. Du coup, comment ça se passait? Oh, il est dur à gérer à cet âge-là. Il est dur à gérer, mais il est très important parce que c'est ce gamin qui continue à rêver en moi. Tu vois, c'est ce gamin qui me... Tu sais, quand tu es enfant, tu as cette imagination qui est limite palpable. Tu vois, on va dire que quand tu as 5-6 ans et que tu veux un cadeau, que tu le vois dans le catalogue, on va dire, tu le sens. Tu sens que le cadeau, tu l'as limite déjà dans ta main. Et je pense que ce gamin-là, qui est en moi, m'aide toujours à imaginer des choses que j'ai envie d'accomplir dans le passé. Et bizarrement, quand je l'imagine et que je garde cette image, je l'accomplis toujours. Ouais, c'est incroyable ce que tu me dis, ça me parle tellement. Mais je vais revenir sur ces propos. Tu as parlé d'acceptation, le fait d'accepter le problème, le traumatisme et de se pardonner. Et je voulais savoir, du coup, comment on fait ça? Comment on fait pour accepter que, ok, ça c'est vraiment un problème, je l'accepte, mais d'un autre côté, je dois me pardonner. Tu sais, c'est toujours facile de pardonner les autres. Je viens, on discute un peu, je demande pardon, ça va, tout va bien. Mais comment on fait avec soi-même? Mais ça, je pense que c'est quelque chose que chacun doit découvrir. Je ne peux pas définir ça je pense pas pouvoir définir ça pour toi, par exemple, parce qu'il y a certaines choses qu'on fait dans le passé que tu es le seul au courant à avoir fait ça. On a tous nos petits secrets, on a tous nos petits cachotteries. Et si je dois parler pour moi, euh, c'était vraiment d'appuyer où ça fait mal. Tu vois, c'est de parler de ce sujet que tu as évité pendant toutes ces années. Et pas de parler de ça à n'importe qui, non, de te parler à toi-même, de dire que, écoute, ok, tes parents sont séparés, et alors? Tu vois, dire que voilà, tu n'as pas accompli tout ce que tu voulais accomplir dans ta vie selon les critères de ce monde, et alors? Tu es toujours vivant, tu peux toujours devenir quelqu'un de meilleur. Et je pense que c'est vraiment là, c'est vraiment en ce moment-là que c'est quand j'ai commencé à appuyer sur ces points-là que je me suis dit non, je dois regarder de l'avant, tu vois. Ce gamin-là, il doit venir m'aider de nouveau à espérer, à pas seulement espérer, mais à mettre les actions sur mes espérances. Tu vois, pour pouvoir maintenant évoluer et devenir l'homme, entre guillemets, que j'ai envie d'être. Comme je disais, tes mots me parlent tellement parce que moi, personnellement, j'ai la même vision des choses, même par rapport à ma propre personne, par rapport à la petite fille qui se trouve en moi. Et moi, c'est pas mon face au miroir, c'est vrai. Je vais prendre quelques minutes pour t'expliquer un tout petit peu. Moi, par exemple, à contrario, je pense, mais tu me diras, peut-être c'est la même chose finalement pour toi, mais moi, cette petite fille qui réside en moi, je la laisse s'exprimer. Je la laisse se manifester parce qu'elle a tout à fait le droit. C'est vrai qu'on a volé mon enfance parce que j'ai été abusée sexuellement lorsque j'étais jeune. Et c'est vrai que à ce moment-là, j'ai dû grandir. Parce que j'en parlais en plus à personne. J'ai dû grandir pour pouvoir surmonter cette épreuve. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, elle se manifeste et je la laisse parce qu'elle a tout à fait le droit. Mais il y a des moments, elle se manifeste et elle pense me protéger. Elle pense bien faire, mais malheureusement, c'est maladroit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il peut y avoir une situation qui était un traumatisme dans le passé.
elle va se manifester pour que je sois radicale. Elle va te dire de t'éloigner de la situation parce qu'elle veut te protéger. Elle te rappelle que oui, tu as déjà eu mal, donc pars. Mais en réalité, aujourd'hui, je suis une femme. Aujourd'hui, je peux affronter cette situation. C'est vrai que lorsque j'étais petite, j'étais dans l'insouciance, dans l'innocence. Donc, je n'avais pas les capacités finalement. Mais aujourd'hui, je peux le faire. Est-ce que ça te parle, ce que je te dis? Oui, ça me parle très fort. Ça me parle vraiment beaucoup parce que ce que tu dis là, c'est un mécanisme que ton cerveau, un mécanisme de défense que ton cerveau crée à cause de à cause de des événements que tu as pu vivre dans le passé. Et donc c'est normal que c'est pas toi qui réagis en ce moment-là, mais c'est la petite fille qui va réagir en ce moment-là. Parce qu'elle pense bien faire. Voilà, tu vois. Et heureusement, ce sont des choses qu'on peut travailler. Des choses sur lesquelles on peut travailler. Ce sont des choses... Comment toi tu travailles sur ça? Comment moi je travaille? Mais comment tu gères? C'est un enfant. Bien sûr. Un enfant est excité. Bien sûr. J'essaie d'apprendre à cet enfant qui était rempli de négativité, qui était rempli des choses de ce monde en fait. Parce que le monde est négatif. Hein. Tu n'as qu'à allumer la télé, regarder le journal. Ils vont jamais te parler de tout ce qui va bien sur la Terre. Ils vont te parler que de la guerre, etc. En tant que journaliste, je te confirme. Donc voilà. Donc essayer de changer limite l'état d'esprit de cet enfant. Qu'il voit tout ce qu'il est capable de faire, tout ce qu'il est capable de réaliser. Et, parce qu'il faut dire ce qui est, si on est encore maintenant sur Terre, on a déjà accompli énormément de choses. Et souvent on oublie ces petits détails-là, ces petites choses qu'on a accomplies dans ce monde parce on vit dans un monde tellement matériel que l'accomplissement est souvent accompagné du matériel, selon les choses, selon les critères de cette Terre. Sur Terre, mais j'ai un peu perdu ce que j'en disais, mais il faut prendre soin de ce petit enfant et le faire comprendre que de sortir de cette négativité. Il faut se reprogrammer, vraiment. Se reprogrammer, c'est ça. Faire un petit lavage du cerveau. Exactement, exactement. Parce qu'on a été programmé d'une certaine façon. Ça, le mot que je cherchais. C'est le mot que je cherchais. On a été programmé. C'est intéressant parce que quand tu parles de programme, c'est un peu comme si on était un système, on va dire. Et en fait, il faut changer toute la programmation pour qu'il y ait un autre circuit finalement. Pour moi, on est comme des ordinateurs. Okay. Donc, un enfant qui naît, tout ce qu'on met dedans, c'est ce que l'enfant va retenir. Tout ce que les parents lui montrent, c'est ce qu'il va retenir. Si toi, tu vis devant, on va dire, juste pour voir, les enfants qui sont les meilleurs danseurs maintenant, c'est parce que les parents, ils mettaient des clips de Michael Jackson quand ils étaient petits. Donc, ce sont des choses qu'ils ont tellement absorbées qu'après un moment, ça devient des danseurs. Donc, tout ce qu'on donne à un enfant, c'est ce qu'il va devenir. Et après un moment, quand tu grandis, ça devient maintenant tout ce que tu penses, c'est ce que tu vas devenir. Tu aurais aimé être conscient de ce traumatisme, de tes traumatismes un peu plus tôt. Est-ce que tu penses que la trentaine, c'était trop tard? Bref, est-ce qu'il y a même un moment finalement où il faut connaître ces traumatismes-là pour pouvoir avancer? Toi, comment ça s'est manifesté chez toi? Est-ce que tu penses que c'était trop tard? Je pense qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Bien sûr, si c'était arrivé plus tôt, ça m'aurait évité pas mal de petites galères, pas mal de petites choses, mais à travers ces galères, on devient quelqu'un aussi. On devient quelqu'un de meilleur. Et c'est ça, finalement, le plus important. Parce que pour moi, c'est ce qu'on transmet aux autres qui est important. C'est pas ce qu'on a ou ce que les gens y voient de toi. C'est ce que tu peux transmettre aux autres qui compte. J'ai un petit exercice à te demander. Est-ce que tu veux bien? Dis-moi. Je t'ai demandé de te lever et de te mettre juste devant le miroir, s'il te plaît. Ok. Ok, donc là, c'est vrai que tu vois l'homme que tu es aujourd'hui. Mais j'aimerais que tu parles, que tu dises quelques mots à ce petit garçon qui a été heurté par la séparation de ses parents, qui a dû vite grandir, de ce petit garçon que tu dis aujourd'hui, qui se manifeste, si tu le laisses s'exprimer aujourd'hui. J'aimerais que tu lui dises quelques mots sur base de ton parcours, sur base de ce que tu as vécu, que tu lui dises juste quelques mots là. Donc le regard que tu vois, c'est pas l'homme que tu es aujourd'hui, mais vraiment c'est le regard du petit enfant que tu étais. Je lui dirais, tu as de la grandeur en toi. Tu peux devenir tout ce que tu veux, tout ce que tu rêves de devenir. Il faut juste avoir la détermination
et travailler dur. D'accord. Et à l'homme que tu vois aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux lui dire? Je suis fier que tu t'es retrouvé et continue ainsi. D'accord. Je te remercie infiniment d'être venu dans cette émission pour parler de quelque chose qui est vraiment primordial. De cet enfant qu'on essaye d'étouffer, mais qui a finalement une voix à l'intérieur de nous-mêmes et il suffit juste de l'écouter. Exactement. Et c'est vrai que par ton parcours, par ton histoire, je pense que ça va tout simplement parler à tout le monde. D'autres auront peut-être plus de facilité de le faire. Pour d'autres, ça va être plus difficile par rapport à cause de l'ego ou autre chose. Mais toi, par ton essence même et parce que tu es un homme, toi, tu as décidé de faire ce choix-là. Et aujourd'hui, je pense que tu es en train d'évoluer clairement et tu sors et tu n'es plus bloqué finalement à cette période. Donc vraiment, je te dis merci infiniment d'être venu nous partager ce parcours et ton histoire. Est-ce que tu as encore quelque chose à nous dire, quelque chose à partager à ton reflet, à ton histoire? À mon histoire, peut-être non. Mais j'ai juste un petit message pour les gens qui vont prendre le temps d'écouter cette vidéo. Je pense que le plus important dans tout ça, c'est pas moi. Le plus important, c'est de... Je suis pas venu ici pour parler de moi spécifiquement, mais je partage mon histoire pour que vous compreniez qu'on peut être coincé dans quelque chose, mais on peut en sortir tellement plus fort si on comprend où on était coincé. Et je finirai par dire, on a de la grandeur en nous, on est des dieux, on est là pour créer notre avenir et créons-le. Ne nous limitons pas. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. C'est sur ces belles paroles que nous allons clôturer l'intervention de notre anonyme. Encore une fois, nous ne le voyons pas, mais son histoire a de la vie. Et je pense que ce qu'il nous a partagé aujourd'hui a produit certainement quelque chose en vous, a produit la vie en vous. À vous de juste saisir cette vie. Merci beaucoup d'avoir suivi Face au miroir. On se retrouve au prochain épisode. Au revoir. Je veux dire, en soi, dans ma famille, il n'y avait personne qui savait que j'avais quelqu'un. Et en plus de ça, être enceinte de cette personne à 17 ans, j'ai même pas encore terminé mes secondaires. Donc, ouais, c'était... Russian beat.